Hello Marjolaine, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast parce que tu es membre du campus des créateurs nomades, je pense d'une des toutes premières sessions, je pense que c'était la deuxième session. Et je suis ton parcours depuis un petit bout de temps avec Mumu. Donc Mumu n'est pas là parce qu'il y a un bambino à gérer. Donc je le fais, je le fais en solo. Et du coup, Marjolaine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Où vis-tu? Que fais-tu dans la vie? Et après, on va creuser sur ton parcours. Yes, salut Clem, merci de me recevoir dans le podcast. Je m'appelle Marjolaine, je suis graphiste d'hôtes, c'est quelque chose qui n'est pas commun. J'habite à Metz, en France, dans le nord-est, et voilà, des fois je fais des petites missions nomades comme ça où je pars dans le monde, et puis je travaille toujours pour mes clients français, du coup, ailleurs, voilà. Trop cool. Alors, si on revient sur ton parcours de freelance, déjà, pourquoi tu as eu envie de te lancer en indépendante? C'était quoi ton élément déclencheur? Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui remonte à extrêmement loin, où déjà quand j'étais au lycée, j'avais des rêves comme à chaque fois c'était des rêves différents qui évoluaient au fil du temps. Je voulais, je sais pas moi, avoir mon propre magazine, avoir mon propre studio de mode, mon propre magazine photo, mon propre studio de design. À chaque fois, en fait, le fil rouge là dans toutes ces idées, c'était que je voulais ma propre affaire. Je pense qu'en fait, mon père était auto-entrepreneur quand j'étais plus jeune et je pense que je sais pas, j'ai voulu tenter quelque chose où vraiment c'était mon projet, c'était mon affaire, puis montrer au monde en fait que j'étais quand même capable de faire quelque chose de moi-même. Je pense que ça, le besoin viscéral, le premier besoin vient de là, de montrer que je suis capable de faire quelque chose au reste du monde, puis montrer que c'est quelque chose qui est à moi, même si le salariat a fait partie de ma vie. Mais je pense que la première idée, c'était ouais, laisser une trace de quelque chose que j'ai fait qui m'appartient. Ok, et du coup, tu as dit que tu avais fait du salariat avant, donc tu t'es pas lancé tête baissée dans le freelance dès que tu es sortie de l'école, en fait. Non, et c'est quelque chose que des fois, je regrette pas, mais je me dis, j'aurais peut-être pu le faire ça avec un peu plus d'audace là quand j'étais plus jeune. Mais non, non, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. J'étais salariée dans une grande institution européenne au Luxembourg. Donc c'était très cadré, très charté. Donc en fait, ça m'a apporté vraiment une vraie méthodologie de travail. Franchement, ça a été hyper formateur parce que c'était des, des apprentissages hyper techniques des logiciels. C'était des projets très techniques en termes de réalisation et de production. Et c'était en même temps très cadré, très... Il y avait des grosses contraintes, que ce soit des contraintes visuelles qui appartiennent à la charte graphique ou que ce soit des contraintes géopolitiques, parce que c'est une institution européenne qui doit se protéger de certains conflits quand on parle de certains pays ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'était toujours un gros challenge qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup formé, surtout dans l'organisation de mes projets, dans la structure de mes dossiers, par exemple, quelque chose que je savais pas du tout faire avant. Là, je sais déjà, en me lançant en freelance, je savais par quelles étapes passer un projet, juste de la réalisation à la livraison. Donc, même si l'étape un peu d'avant de réflexion, c'était pas moi, pendant que j'étais salariée, c'était des personnes au-dessus de moi. Donc, j'étais plutôt exécutante, mais j'avais cette méthodologie quand même qui était présente et qui m'est encore très utile aujourd'hui, là. Il me semble que tu as eu une expérience à l'étranger, pas très loin de Montréal, enfin même à Montréal. À Montréal, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, ouais, c'était un stage de 5 mois dans une agence qui s'appelle La Camaraderie. Alors, c'est en plein cœur de Montréal. Et c'est une agence qui fait des choses qui n'existent pas en France. Donc ça, t'as vraiment fait deux trucs très différents, quoi. Genre Ouais, institutionnel, puis truc un peu pété, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée dans l'institutionnel, parce que l'institutionnel, c'était après cette expérience au Canada, quand je suis arrivée dans l'institutionnel, pour moi, c'était rassurant. C'était rassurant d'être vraiment cadré parce que j'ai tellement été dans des trucs super libres avant que là, c'était deux mondes différents. Donc en fait, au Canada, la camaraderie, c'est une agence qui fait des installations plutôt extérieures ou dans des musées, euh, interactives, donc avec le public, mais à un but comment dire, éducatif. On va apprendre des choses.
et l'humain est amené à participer pour voir des choses, apprendre des choses et avoir une expérience. En fait, c'est plutôt du design d'expérience et c'est incroyable. Moi, c'est des choses que je savais même pas qu'on pouvait faire. Du design d'expérience pour du mobilier comme urbain et apprendre des choses en même temps. Moi, je savais même pas que c'était fou là comme expérience. Et j'ai travaillé sur des projets vraiment dingues. Et voilà. Du coup, après, je me suis, je me suis cassé la jambe. Donc j'étais comme forcée de rentrer. Je crois que t'as un passif avec ça. Ouais, ouais, je me blesse souvent quand je voyage. Mais bon, Du maintenant coup, tu t'es cassé la jambe, t'es retourné au Luxembourg. Enfin, t'es allé au ouais, Luxembourg pour. Donc, t'as été vraiment dans deux ouais. choses très différentes. Et après, c'était quoi l'élément déclencheur pour te dire, OK, là, je me lance en freelance? Eh ben, du coup, parce que moi, l'objectif de ma vie, c'était de partir au Canada quand j'étais plus jeune. Et du coup, cette expérience, en fait, quand j'ai été prise dans mon stage de fin de diplôme, dans mon stage de master, que j'ai été prise au Canada, et qu'en plus, je m'éclatais là-bas, moi, si tu veux, j'avais cette idée dans ma tête qui me disait, tu vas pas rentrer, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu vas rester clandestinement ici, mais tu ne repartiras pas en France. Et j'ai eu cette jambe cassée qui m'a forcée à rentrer parce que j'avais pas les moyens de me faire opérer clandestinement au Canada. Attends, tu veux dire que Donc, t'es rentrée avec une jambe cassée, pas réparée, oui, en France? Oh mon Dieu. ouais, ouais, ouais. Mais t'avais Et pas d'assurance? si, heureusement, il y avait la mutuelle française qui était en OK, collaboration avec la mutuelle canadienne. OK. Donc, j'avais la carte Soleil, là, cette fameuse carte Soleil, heureusement. Mais tous les soins qui ont été autour de ce qui a, ça, parce que tu avais OK. les soins à l'hôpital, donc ça, c'était remboursé. Mais tous les soins qui étaient autour, physique, réalisation de prothèses et tout ça, c'était pas remboursé. Donc, donc, il a fallu que je rentre un moment en France pour me faire opérer de mes ligaments croisés. Waouh. Donc j'étais jusqu'à la fin de mon stage quand même et puis après je suis rentrée et donc c'est là que arrivé en France donc il y a eu ce gros down tu vois où je me suis dit ben ok Quoi qu'il arrive, ça a pas marché. je suis quand même rentrée là puis j'ai été me faire opérer j'ai été faire ma convalescence du coup puis fallait que je trouve mon premier job en même temps donc ouais, c'était vraiment un mood très bizarre et puis j'ai réussi donc j'ai trouvé un super job qui était dans cette institution européenne et c'était hyper satisfaisant pour moi en fait de me dire ok je suis vraiment capable. Les gens mes supérieurs avec qui je m'entendais bien reconnaissent vraiment la valeur de mon travail et tout donc c'était ultra satisfaisant en tant que première expérience et puis en parallèle cette idée de Canada m'a pas quittée donc mon copain avec qui j'étais à l'époque et avec qui je suis encore actuellement il était venu au Canada me voir et il s'est dit, OK, est-ce qu'on ferait pas une expérience là, tu sais, un PVT, quelque chose. Donc on se dit, OK, on fait ça. Donc pendant un an et demi, on essaye d'obtenir le PVT. Donc on s'inscrit aux sessions et tout. Pour les gens qui connaissent, c'est un peu aléatoire. Le PVT, c'est un permis de travail et vacances, puis qui te permet de Travail, vivre. vacances, travail. Ouais, Permis de vacances, oui, travail. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre, c'est vacances en premier. Vacances, travail. Et puis, c'est un visa qui permet de rester sur le territoire canadien ou autre pendant 2 ans et de sortir et rentrer du Canada, de travailler pour des entreprises canadiennes et de te déplacer sur le territoire et sur le continent tout en revenant comme tu veux. Donc, ce visa-là, c'est un visa qui est individuel. Tu peux pas inviter quelqu'un avec qui tu vis sur ce visa-là. Donc, si tu veux venir à deux, il faut que les deux obtiennent ce visa. Sauf que c'est très aléatoire, là, c'est un peu comme la pêche. En fait, t'as un petit poisson dans un bassin, là, puis avec plein d'autres poissons, puis un jour, il y a des jurys qui passent là, puis qui balancent leur canne à pêche, puis t'es pêché ou t'es pas pêché. En vrai, je le vois un peu comme ça. Donc, juste pour C'est un dire, c'est peu, au Canada où ils font vraiment sur oui, oui, aléatoire. Les autres pays, je crois pas qu'ils le fassent, mais au Canada, il y a tellement de demandes oui, qu'ils ont dû trouver un système de loterie, en fait. Et vous deux, exactement. C'est vous tout avez à fait été ça. Et pêchés. nous deux, on l'a eu en même temps. Genre improbable. Truc de fou. Non, mais truc de fou, on l'a obtenu, donc faire le temps de faire toutes les démarches et tout, on l'a obtenu en même temps, le même jour. Et quand tu as ce visa-là, en fait, il te le donne pas comme ça par mail, hein, il te donne l'autorisation de te présenter à la frontière canadienne pour que là, il te donne le visa. Mm. En répondant évidemment tout aux critères et à toutes leurs nécessités là d'assurance et tout ça.
Euh, et pour préparer cette arrivée-là, ils te donnent un an pour l'activer. Donc, ils te donnent un an pour aller à la frontière canadienne et obtenir ce visa. Cette année-là, elle est faite pour préparer ton voyage, mettre de l'argent de côté. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé l'année complète. Et puis, arrivé, donc on devait décoller en août 2020, je précise. Et donc c'est l'obtention de ce PVT, si tu veux, qui a fait que je me suis dit, OK, donc là, on va voyager et je vais me lancer en freelance, je vais travailler sur la route. Donc, je vais quitter mon job de salarié et mon copain aussi. Donc, on va tout quitter. Là, on a vendu nos meubles, on a quitté notre appartement, nos jobs, tout était fait. Ça y est, le cap était franchi avec cette idée de voyager puis de travailler sur la route. Parce qu'en tant que graphiste, c'était vraiment quelque chose que je pouvais faire. Donc voilà. Et puis, donc août 2020, bah, pleine pandémie, frontières fermées, on n'est pas parti. Et vu qu'on était au bout de notre année, le Canada a dit, pour les personnes comme nous, il prolongeait par période de 90 jours, en fait, l'année de préparation avant de venir à la frontière, parce qu'on n'avait pas de visibilité. Donc, il prolongeait comme ça, par petite période. Donc, on est reparti vivre, bah, on est parti tout court vivre chez les parents de mon copain. C'était trop cool d'ailleurs. Et puis là, on savait pas si on restait une nuit, 3 mois, 6 mois. Donc, on est resté six Oui, mois. parce que vous aviez tout lâché, donc vous vous êtes retrouvés avec la pandémie en mode, ben, en fait, non, vous partez pas, parce que le Canada était un des plus sévères hein, sur la fermeture des frontières. Nous, on est restés coincés, on est vraiment restés coincés. Euh, Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir quasiment. Enfin, c'est très compliqué. Et donc là, toi, tu dis, je vais me lancer en freelance. Let's go, on va partir au Canada, let's go. Et puis là, le Canada dit, maintenant, on ferme tout. Et toi, déjà, quand tu t'es dit, OK, je vais quitter ma boîte, comment tu te sentais? Quand tu t'es dit, je vais quitter ma sécurité de l'emploi pour partir vivre au Canada, c'était quoi tes émotions en C'était, entendant ça? non, mais pour moi, c'était un rêve en fait. J'étais à l'entrée d'un rêve, d'une vie. Donc, je voyais absolument pas la difficulté en face de moi. Pour moi, ça allait être super simple. Ça allait être vraiment finger in the nose. Alors que, enfin, en fait, je me rendais compte de rien du tout. C'était vraiment, je me disais, ah ouais, ça y est, je franchis le cap. Ouais, je vais aller vivre au Canada. Ouais, je vais aller visiter toute l'Amérique du Nord et tout. Et, je le voyais pas du tout comme quelque chose. Ça me faisait pas peur du tout. J'étais hyper pressée, en fait, de Sur le vivre ça. voyage. Mais est-ce que Ouais, sur sur le voyage. l'entrepreneuriat, ça te faisait la même chose? Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas peur. J'avais pas si peur que ça. C'est C'est une fois que rigolo c'est parce que devenu réel. je me souviens que quand je t'ai eu la première fois, tu avais dit le mot Ouais, peur, je pense, 60 fois dans la, dans ouais. la demi-heure. C'est ça, mais c'est après en fait. C'est une fois Ah. que c'est une fois qu'on était chez mes beaux-parents. Et là, ma belle-mère, elle venait se lancer elle-même en indépendance parce qu'avant elle était coiffeuse et salariée, puis là elle s'est lancée en coiffeuse à domicile indépendant. Hmm. Et du coup, elle me dit non, mais lance-toi et tout, tu verras, tu regretteras pas. Puis le père de mon copain, il est entrepreneur aussi. Donc mon copain aussi est entrepreneur. Du coup, j'étais hyper entourée. Franchement, j'avais beaucoup de chance, hein. Et c'est eux un peu qui m'ont poussée. Et puis j'étais dans cette bonne, tu sais, ambiance autour de moi où ils me disaient non, mais tu sais, là, t'as plus rien à perdre, t'as rien à craindre. Tu voulais te lancer sur la route, lance-toi ici, tu vois. Au pire, ça marche pas, puis tu retrouves un travail, on s'en fiche, tu vois. Ouais. Et j'ai dit ouais, ok, je fais ça, mais là, ça commençait à devenir vraiment, là, ça me faisait peur. Parce que ça devenait réel, en fait. Je pense que tout le temps que j'étais salariée, c'était le rêve au bout du tunnel, tu Ouais. vois, qui était là. Puis quand c'est devenu concret, là, j'avais extrêmement peur. Et voilà. Et T'avais peur de quoi? T'avais peur de... j'avais peur de gros syndrome de l'imposteur, hein. J'avais peur de pas trouver de clients, j'avais peur de pas faire d'argent, j'avais peur de pas réussir à en vivre, j'avais peur de pas réussir à me démarquer, j'avais peur que personne veuille travailler avec moi parce que j'étais pas suffisamment bonne en graphisme, alors que clairement j'ai un passif fou là, puis Ouais. j'ai énormément de compétences là. Mais, euh, mais non, j'avais très très peur de tout ça, ouais, de pas être au niveau, en fait, de pas être au niveau de ce qu'attendent des clients. Et comment t'as Voilà. passé le cap? Bah franchement, le campus m'a beaucoup aidé parce que déjà dans le campus, donc il y avait toute la communauté autour de la formation et je me rendais compte déjà que j'étais pas seule.
j'étais pas seule à avoir ces craintes-là, j'étais pas seule à avoir ces peurs-là. Et déjà ça, c'est hyper rassurant. Tu te dis, ok, bon, ben, je suis comprise, je suis pas seule dans ma bulle où il y a personne qui comprend ce que je vis là, en mode Calimero, pas du tout. Et du coup, après, j'ai commencé à me dire, mais s'il y en a qui y arrivent, moi, je peux y arriver, tu vois, c'est... Donc, le mood a commencé à changer petit à petit au fur et à mesure du temps où je me formais dans l'entrepreneuriat grâce à vous, quoi. Et puis, pareil, hein, il y a l'environnement autour de moi qui a beaucoup joué, vu que mes beaux-parents sont Mm. entrepreneurs, mon copain aussi et tout. Ça, ça a boosté un petit peu cette, tu vois, euh, pensée là à l'intérieur de moi. Et, euh, et j'y allais avec un peu moins de crainte. Si tu veux, c'était plus facile pour moi d'être rassurée dès que j'avais une crainte, parce qu'il me disait, ben, ma belle-mère était probablement passée par là, mon beau-père aussi, mon copain aussi, et les membres du campus aussi. Donc en fait, il y a eu, je pense que c'est arrivé au bon moment dans ma vie. La pandémie et le freelancing se sont croisés au bon moment dans ma vie. Donc je pense que j'ai bien fait de saisir l'opportunité là. Puis après, une fois que t'es lancé, ben, t'as plus le choix que d'avancer. Donc, je me suis dit, OK, je donne tout pour le tout. Et puis, j'essaye. Et puis, si ça marche pas, j'essaye autre chose, en fait. Parce que vous m'avez fait comprendre un truc pendant un live, d'ailleurs, un jour. C'est que si j'essaye pas, si je me plante pas, eh ben, je peux pas corriger ça et je peux pas m'améliorer et je peux pas proposer quelque chose de viable et de tangible. En fait, il faut essayer. Pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, il faut essayer. Donc, et c'était ça qui me faisait peur. C'était de rater, en fait. J'avais peur de pas réussir du premier coup, mais en fait, c'est super bien d'échouer parce que, parce que t'avances, en fait. Tu vois ce qui fonctionne pas, puis t'essayes autre chose. Et puis peut-être que celui-là, il va mieux marcher, ou, puis voilà, puis t'avances, en fait. Mais Puis, ouais, c'est qu'en fait, quand, ce que j'aime bien le rappeler, c'est le premier iPhone, il a pas le niveau de l'iPhone d'aujourd'hui. Et s'ils ouais, avaient bien sûr. essayé d'atteindre, il y a combien d'années qu'il y a des iPhones? Ça fait plus de 15 ans? Je sais pas. 12 ans, 15 ans, ouais. Ouais. S'ils avaient essayé d'avoir le cinématique effet avec le machin, avec tout dedans dans le premier, on n'aurait jamais eu d'iPhone. Il n'y aurait jamais eu Ouais. toutes ces avancées-là. Et même le tout premier iPad était vraiment pourri de chez pourri, mais Mhm. s'il n'avait pas fait, il n'y aurait pas les outils qui sont capables de faire du tactile aujourd'hui. Ça serait peut-être pas arrivé aussi rapidement. Et c'est vrai que toi, je me souviens que quand tu arrivé dans le campus, tu avais envie de faire plein de trucs, parce que tu as beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense que tu fais partie des multipotentiels. Donc, les multipotentiels, pour raccourcir, j'aime bien les appeler les multipotes, je trouve ça plus sympa. C'est quand tu es intéressé par plein de sujets, que tu t'intéresses à fond, donc tu développes à fond cette compétence, puis au bout d'un moment, bah, tu as envie de passer à autre chose, puis tu as envie de faire plein d'autres trucs. Enfin, tu as beaucoup, beaucoup de. On a tendance à faire plein de trucs, pas les finir, puis voilà. Donc, dans le campus, on est pas mal, on est pas mal de cette trempe-là, dont je fais partie aussi. Mais quand on arrive à nous canaliser, on peut faire des choses incroyables. Et Ouais. toi, au démarrage, tu avais envie de faire plein de trucs. Et ce Mm. qui a fait que pour toi, ça a marché, déjà, tu as fait un premier test. Est-ce que tu peux rappeler la première tentative que tu as fait pour choisir tes clients? Si tu t'en souviens, C'était dans le médical, non? oui, je crois. Et oui, c'était ça. Alors, bon, je voulais rester graphiste, hein, web designer. Et là, je vais à un rendez-vous chez mon ostéo et je lui parle de ça. Et il me dit, ah, mais c'est trop cool et tout. Moi, j'aimerais bien faire un site web parce que lui, il a une maison médicale, en fait. Il y a plusieurs médecins dedans et praticiens. Et il me dit, j'aimerais bien qu'on ait une belle visibilité, puis qu'on ait une belle vitrine, quoi, en fait, pour expliquer chaque médecin. Parce qu'il y a quand même des spécialistes très particuliers. Et, et je lui dis, ah, mais c'est trop cool et tout. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, bah, je vais m'adresser, en fait, au milieu médical. C'était ça, non? Et puis, euh, et puis non, bah, échec total, non. Non. Ça n'a pas marché. Du coup, tu Non, t'es planté une première fois, ça n'a pas marché. bah oui, bah oui. Et puis, Royal, hein, j'y croyais tellement, je m'en rappelle. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché à ton avis? Ben, déjà, je pense que j'ai peu de connaissances dans le milieu médical. Et donc, je parle pas leur langage, je comprends pas leur quotidien, je sais pas ce qu'ils vivent. Donc, en fait, j'ai du mal à m'adresser à eux, forcément.
Donc là, c'était parti sur un rendez-vous, une discussion avec quelqu'un que je connais, mais m'adresser après à des spécialistes, c'est, C'était une autre étape. c'était bancal. C'était là que ça devenait bancal. Ok. Et je m'en suis rendu compte comme ça. Et du coup, après, qu'est-ce que tu as fait? Et ben après, j'ai cherché au plus près de moi, parce que mon copain est investisseur en immobilier. Et du coup, c'est là que j'ai remarqué, en fait, qu'il y avait un besoin. En fait, il y avait vraiment un besoin de communication pour les gens qui possédaient des Airbnb et tout, parce qu'en fait, ils savent pas comment communiquer sur leurs biens et comment communiquer toutes les infos dont ils avaient besoin de manière hyper classe, hyper professionnelle, euh, en dehors des plateformes genre Airbnb. Donc, une fois que les voyageurs sont arrivés dans le logement, comment tu communiques avec eux? Parce que la plupart des investisseurs ne vivent pas à côté du logement qu'ils louent. Il y en a quelques-uns qui louent une partie de leur maison ou une chambre ou quelque chose, Mm. mais les vrais investisseurs ont plusieurs appartements partout dans plusieurs villes même parfois, qui sont quand même assez, parfois très loin de chez eux, hein. Parfois, c'est des gens, ils investissent très très loin de chez eux, même sur un autre continent. Et du coup, il faut qu'ils communiquent de manière hyper efficace avec leurs voyageurs. Et il faut qu'ils soient hyper attractifs et qu'ils aient une image hyper professionnelle Parce pour que donner là, envie aux gens de venir. ouais, puis dans le milieu du genre des Airbnb, il faut qu'ils aient un maximum d'étoiles parce que dès qu'ils ont un mauvais commentaire, Exactement. ça peut les couler. Donc, Ah oui, ah oui, le commentaire, c'est le nerf de la guerre. Le 5 étoiles, c'est le nerf de la guerre. Et sur les plateformes. mm, Et après, il y en a qui veulent aussi sortir des plateformes, proposer une solution alternative parce que il y en a, ils ont des visiteurs hyper réguliers, du genre des personnes qui ont des logements sur la Côte d'Azur. Mais en fait, il y a plein de voyageurs qui viennent tous les ans et une fois qu'ils sont satisfaits du logement, ils vont revenir tous les ans ou presque dans le même logement. mm. Donc, ces gens-là, c'est intéressant pour eux, avec ces clients réguliers avec qui ça se passe bien, de proposer une alternative, en fait, aux plateformes de réservation où ils peuvent tous les deux éviter les frais Ouais, et payer moins cher en gardant le même service. ouais. Donc là, tu t'es lancé dans le graphisme d'hôte. Mais est-ce Ouais, que quand tu t'es dit je vais me lancer en graphisme d'hôte, tu te sentais un petit peu quand même genre je vais m'éloigner de. Je me ferme des ouais, opportunités ou pas? bien sûr. Bien sûr, j'avais très peur. En fait, j'avais super peur au début de me nicher et puis j'avais peur de louper des opportunités. En fait, je me disais pendant un moment que si je m'adressais pas à tout le monde, ben, je m'adressais à personne. Et du coup, personne n'aurait envie de travailler avec moi. Mais en Attends, fait, attends, attends. En gros, c'est l'inverse de ce qu'on répète tout le temps. C'est genre, tu disais que si ouais, tu t'adressais pas à tout le monde, ouais, bah, au final, personne dans ce tout le monde voudrait travailler avec toi. exactement. Ok. Moi, c'était ça. Et grossière erreur, parce que du coup, donc j'ai persisté, hein. Vous m'avez quand même bien cadré à persister là-dessus. Et effectivement, mais comme 2 mois après, donc j'ai mis en place une stratégie et tout sur Instagram parce que les investisseurs sont très présents sur Instagram. Ouais. Et du coup, j'ai essayé d'intégrer un petit peu les groupes aussi qui peuvent réunir des investisseurs en fonction de trucs qu'ils ont en commun. Bon, bref, je vais pas Ok. rentrer dans les détails, mais channel manager, des choses comme ça, où ils prennent tous le même, ils ont des groupes, et puis du coup, c'est que des investisseurs dedans, et qui font du Airbnb. Donc, mon cœur de cible. Et donc, j'ai trouvé comme 2 mois après mon premier client, qui était vraiment le client idéal, mais vraiment. Et donc, il a encore un client aujourd'hui. Dès qu'il fait un appartement, il fait appel à moi. C'est très Mais bien. Donc, c'est donc, un récurrent. c'est devenu un récurrent, un annuel. Il est là tous les ans. Super. C'est ça aussi qui est intéressant avec les investisseurs, c'est qu'il y a euh, tu vois, ils ont un petit feu en eux, là, les investisseurs, ils s'arrêtent pas à un appartement, là, tu vois. Il y a toujours cette idée d'aller plus loin, et de devenir hyper successful, tu vois. Même pour eux, intérieurement, leur image du successful, qui peut être à cet appartement, qui peut être à des immeubles, qui peut être à, peu importe l'objectif qui se fixe, mais ils ont toujours une envie d'aller plus loin, en fait. C'est pas des gens, qui s'arrêtent à un moment donné. Donc ça, c'est super intéressant. C'est ce que j'ai remarqué bien plus tard, d'ailleurs. Mais et vu que mon copain était dans l'investissement, puis que j'ai fait pas mal d'appartements avec lui, qu'on avait déjà vu les enjeux,
que j'avais déjà fait un site pour lui, son logement, que un livret d'accueil, enfin tout ce que les services que j'ai proposés par la suite, j'étais déjà bien entraînée et je comprenais exactement leurs problématiques en fait, parce que je les ai vécues avec lui. Donc je me suis dit en fait c'est une super niche parce que déjà il y a personne d'autre là-dessus, et puis ça vaut le coup de tenter, tu vois, le fait de leur montrer qu'en fait je parle leur langage et que je comprends exactement ce qu'ils vivent et de leur proposer les bonnes solutions en réponse aux problèmes qu'ils rencontrent parce que je comprends ces problèmes. Mm. Euh, donc, je suis restée dans cette niche. Et puis, mais pendant un moment, c'est vrai que j'avais Ces clients-là, ils avaient quand même déjà contacté des freelances. T'avais de la concurrence face à toi ou... ça dépend. Il y en avait, oui, il y en avait qui avaient déjà fait appel à des freelances. Puis, oui, bah, ils étaient moyens satisfaits. Ça s'était pas mal passé forcément avec d'autres freelances, mais moi, il y avait pas. Je pense qu'il manquait un petit truc en plus pour eux. Ils devaient tout leur expliquer. C'était peut-être plus des exécutants que des créatifs. Je sais pas vraiment. Mais il y en a eu, oui, qui ont fait appel à d'autres graphistes. Mais j'imagine que les projets ont été plus longs à mettre en place parce qu'en phase 2 ils n'avaient pas quelqu'un avec qui ils pouvaient parler investissement Mm. et qui comprenait leurs problématiques. Je pense que ça a beaucoup joué. Et même ceux qui n'avaient pas fait appel à le graphiste avant, ils étaient hyper rassurés par ça, en fait. Même juste de discuter, comme si moi aussi j'étais à leur niveau ou que j'étais aussi investisseur. Voilà. Donc en fait, pour eux, c'était vachement plus facile de signer des contrats avec toi qu'avec un graphiste qui parle à tout le monde et qui veut rien rater. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Et Ouais, mais c'est ça, du coup, hein. tu as commencé à avoir tes premiers clients. Mhm. Euh, et est-ce que effectivement, tu es resté niché comme ça et t'as que des clients comme ça ou... Moi, je connais la réponse, hein, mais je, je tease un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? Je pense que tu as eu d'autres projets un peu surprenants entre deux. Ouais, bien sûr. Bah, alors, je vais aussi dans un coworking parce que du coup, être freelance, ça veut pas dire travailler tout seul dans son coin. Donc, des fois, je vais dans un coworking parce qu'il y en avait un super cool près de chez moi. Je me suis dit, je vais tester, je vais rencontrer des gens et, et voilà. Et donc, j'ai rencontré des gens et, et j'ai eu des opportunités effectivement improbables du genre gérer une campagne électorale pour une personne qui se présentait à des élections législatives. Donc, c'est pour devenir préfet, je crois. Donc, voilà. Donc là, on était très, très loin de ma niche, hein, clairement. Ah, c'est Il y clair. a eu aussi, il y avait eu aussi une Non, mais attends, opportunité moi, je veux que tu qui... racontes un peu cette histoire d'élection électorale un peu plus en détail parce que Ok. tu m'as dit qu'en plus de ça, donc tu fais graphisme d'autres, donc livret d'accueil, site web, etc. Mais pour ce projet-là, tu as dû aller encore plus loin dans tes compétences. Tu as dû aller chercher d'autres Ah oui. compétences complémentaires. Ah oui, oui. Oui, oui, j'ai dû aller chercher très, très loin. Euh, J'ai déjà fait du montage vidéo, mais bon, à titre amateur, hein, sur Premiere Pro, mais amateur, quoi. Je veux dire, je suis pas. Tu vois, j'ai fait des projets à la fac ou des trucs comme ça, mais je suis pas monteur professionnel, tu vois. Moi, j'ai dû gérer des interviews de personnalités politiques très connues. Euh, Dans un j'ai dû champ. réaliser dans un champ. Non, mais il était debout dans un champ et il était super à l'aise, quoi. Franchement, la persona, il est 4-4, quoi. Vraiment, il est capable de faire une interview dans n'importe quelle circonstance, quoi. Et c'est c'est là qu'on voit le niveau de professionnalisme de quelqu'un. C'était vraiment fou. Et Mais donc, puis, c'est toi qui as dû écrire l'interview, la tourner, la monter. ouais, Et tu avais ouais, déjà fait ça avant? C'était ta première? non. Si, j'avais fait, si, j'avais fait ça une fois au salon de l'agriculture pour, pareil, hein, quelqu'un qui était complètement en dehors de ma niche. Un ami était, comment on appelle ça? Primeur et meilleur ouvrier de France dans le primeur. Donc, en fait, il a fait des démonstrations, des sculptures et tout, de fruits et légumes au salon de l'agriculture. Donc, il m'a invité parce que je m'occupais de sa com, en fait. Je m'occupais de la com de son magasin, des réseaux sociaux et tout. Et il m'a demandé de venir faire du contenu avec lui au salon de l'agriculture. Et lui, il appartient à une fondation, non, une fédération.
Et la fédération, donc elle gère beaucoup de primeurs. Et cette fédération avait des besoins aussi vidéo pour des réseaux sociaux. Donc mon ami nous met en relation tous les deux. Et puis moi je pensais au départ qu'ils avaient besoin de graphistes en fait purs. Et là la dame elle me dit non non mais en fait on aurait besoin vraiment de réaliser des interviews vidéos courtes pour TikTok et Instagram. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Je dis, ouais, ouais, pas de souci. Ouais, ouais, ok, Ouais. je peux faire ça. Je fais un devis. Bon, après, Est-ce que c'était tu as eu peur? pas très, très peur, mais j'adore me challenger. Ça, c'est un truc aussi que j'adore. J'adore apprendre de tester de nouvelles choses, puis vraiment sur le terrain, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour être efficace parce que si c'est un tuto qu'on réalise, bon, on est fier de soi, mais là, quand vraiment on fait un truc pour un client, puis que le client est vraiment content et que nous, on a vraiment appris quelque chose, je dis, OK, là, je peux passer au stade supérieur, je peux proposer ce genre de prestat, je peux euh, tarifer ce genre de Ouais, prestation. Pour de vrai, parce que j'ai vraiment vu le temps que ça prend, j'ai vraiment vu là où je peux améliorer, tu vois, le ratio argent-temps. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Donc, j'avais fait cette première expérience où j'ai interviewé 4 personnes, euh, 5 même d'ailleurs, et c'était hyper, pas amateur, mais c'était hyper, les dessous, en fait, on se rend compte à quel point c'était, ben, pas bâclé, mais à l'arrache, parce qu'en fait, j'avais pas de micro, j'avais pas de matos, j'avais rien, en fait, et j'avais juste mon appareil photo pour filmer, j'avais mon téléphone pour le micro, mais ça a fonctionné, en fait. J'ai réussi à avoir un résultat et le client était hyper content parce que franchement, en termes de qualité, franchement, j'ai tout donné, mais c'était vraiment là, quoi. J'ai passé énormément de temps. Je pense que j'ai perdu de l'argent à faire ce projet-là, mais j'ai gagné énormément de compétences. J'ai gagné énormément de confiance en moi Mhm. sur ce genre de prestations. Donc, quand je suis arrivée à l'opportunité d'interviewer cette personnalité politique dans un champ, qu'on m'a dit ça la veille pour le lendemain, et moi, j'étais légèrement plus préparée, mais j'étais extrêmement stressée parce que là, j'étais face à quelqu'un qui a déjà une énorme expérience face à des médias. Et là, c'était un autre niveau. Clairement, je passais de 0 à plus 100 là, en termes de niveau de personne en face de moi. Donc, donc j'ai essayé de tout donner. Donc, j'ai acheté un petit peu plus de matos. Et voilà, j'étais prête et tout. Et puis, je me suis beaucoup entraînée la veille. J'ai préparé une liste de questions que j'ai fait valider parce que là, vraiment, c'était plus, là, c'était plus drôle. Là, c'était vraiment, il fallait vraiment être sérieux. En plus de la politique et tout, donc il fallait vraiment pas déraper, il fallait vraiment poser les bonnes questions pour l'amener aux bonnes réponses. Donc bon, cette personne étant extrêmement expérimentée, il a évidemment très bien tourné les réponses. C'était impressionnant. Franchement, j'avais jamais vu ça. Et après, j'ai dû couper les vidéos, enfin la vidéo, l'interview, j'ai dû la couper en plusieurs parties pour l'adapter aux réseaux sociaux. Parce que c'était ça aussi. C'était que là, j'avais une chance. J'avais 3 minutes 30 pour ne pas foirer mes plans, ma prise de son, et Mhm. faire en sorte que je pose les bonnes questions pour qu'après je puisse les découper de manière le plus fluide possible. C'était Tu dois un avoir gros un bon challenge boost là. d'adrénaline, j'imagine. Ouais, mais franchement, franchement, c'était trop cool comme expérience. Et voilà, et tout le monde était très content du résultat. Franchement, donc j'étais super fière de moi. Et puis, je pense que maintenant, je peux dire que je peux faire des vidéos pour les réseaux sociaux, tu vois. Il n'y a plus de souci avec ça. Vraiment, Trop je bien, suis capable d'interviewer quelqu'un pour les réseaux. trop cool. Et du coup, là, c'est complètement en dehors de ta niche, donc c'est vraiment là ton réseau et le bouche à oreille qui fait le travail. Comme Ouais. dit là, tu ta boule de neige, qui est en train de Mm. se transformer en gros bonhomme de neige, puis ça continue de dévaler la pente parce que tu m'as dit, Ouais. dans le feu de camp, donc les feux de camp, c'est, pour les membres du campus des créateurs nomades qui sont en K2. Et on est vrai, on fait des petites visios, tu es souvent là Mm. et tu nous as annoncé une bonne nouvelle. Puisque de ce projet-là, il y a Mm. quelque chose d'autre qui est arrivé parce que tu avais envie de te former dans un domaine. Vas-y, raconte tout Ouais. ça là, je trouve ça trop cool. Ouais. Alors, ça faisait très longtemps que je voulais. Je suis web designer. Je fais de plus en plus. À la base, je suis graphiste, mais je fais de plus en plus de web design. Donc, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans là que je deviens vraiment assez expérimentée là-dedans, là, beaucoup. Et je voulais aller un peu plus loin. Je voulais me former dans l'UX parce que je trouve c'est un peu, tu vois,
la cerise sur le gâteau, tu vois. Et du coup, ça c'était hyper intéressant, donc je voulais vraiment me Donc former à UX, ça. est-ce que Puis tu les peux formes. définir pour les personnes qui seraient pas graphistes et qui connaissent pas? Ouais. Alors l'UX, c'est user experience. Ça va être en fait comment tu réfléchis au parcours que va avoir un utilisateur sur un site pour l'amener là où tu veux l'amener. Par exemple, à acheter quelque chose ou à trouver l'info qu'il cherche ou à réserver une nuit, par exemple. Donc ça va être comment tu vas proposer les meilleurs chemins d'accès, les plus logiques, pour que tout le monde puisse être amené à l'action finale. En gros, c'est un peu ça. Et se repérer facilement sur le site et naviguer de différentes façons sur le site parce que chaque personne est différente, donc il faut proposer des solutions différentes. Il faut proposer plusieurs solutions. Tu peux pas proposer un seul chemin. Tu dois avoir plusieurs scénarios. Exactement. Donc tu mélanges finalement l'expérience d'une personne plus tes compétences en graphisme. Et là, toi, tu voulais te former là-dedans. Ouais, je voulais me former là-dedans parce que je trouvais que c'était ce qui me manquait et qui m'intéressait beaucoup là d'un côté parce que comme tu l'as dit là, je m'intéresse à énormément de choses. Donc c'était quelque chose que je voulais vraiment, tu sais, expérimenter puis me former parce qu'il y a vraiment besoin de connaissances, je pense. Donc finalement, bon, j'ai laissé ça traîner parce que les formations étaient en présentiel, loin de chez moi pendant longtemps, donc ça allait me coûter extrêmement cher et je me suis dit, je vais peut-être pas le faire tout de suite, je le garde pour plus tard. Et là, quelqu'un avec qui je travaillais sur cette campagne électorale euh, a des entreprises en UX. Et un jour, il m'a appelé et il m'a dit, ah, après avoir travaillé avec toi là sur cette campagne, vraiment, je pense que tu peux être capable de faire ce que mes employés font. Je pense que tu en as clairement les compétences, donc des audits en UX. Donc là, on va travailler sur des sites existants, puis on va dire ce qui fonctionne pas, donner des points de friction et des améliorations. Et il me dit, je pense que ça, tu es complètement capable de le faire. J'ai des employés à temps plein là-dessus, mais j'aimerais petit à petit intégrer des freelances dans l'équipe pour répondre à plus de besoins. Et j'aimerais bien que tu sois le freelance test. Donc là, ben, pour moi, c'était parfait parce que je voulais me former là-dedans. Donc là, j'allais être sur le terrain, dans le dur. Et en plus, donc pas le choix en fait de me former à côté et d'intégrer toutes les connaissances qu'il faut avoir, hein, tous les biais cognitifs, toutes les lois relatives à l'UX et tout, parce que c'est hyper dense. Donc là, plus le choix que de me former. Donc moi, évidemment, j'ai dit oui tout de suite, hein, parce que on me propose un challenge, je dis oui. Moi, je suis un peu yes man. Et je dis oui, puis c'est là que je me retrouve face à la situation, puis que, tu sais, je m'améliore. Donc, j'ai fait ça, et puis là, je suis en train de faire ça. Donc, je deviens UX designer et sans avoir payé une formation. Donc, je m'éclate à faire quelque chose de nouveau, à relever des challenges, en gagnant de l'argent, en me formant en même temps sur quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et en élargissant ma cible de clients. Donc, en fait, ben voilà, je sais même pas de mots, c'est trop bien, c'est C'est parfait. trop cool. Et Ouais. du coup, par rapport à toute ton expérience là, donc maintenant, tu as une forme de stabilité parce que tu as des récurrents, tu as ce contrat-là qui est mensuel, c'est ça que tu... Ouais. voilà. Donc là, toi, tu as une espèce de... Maintenant, c'est bon, ça roule et puis bah, tu vas pouvoir continuer de développer ton activité. D'après toi, c'est quoi ta plus belle réussite dans tout ton parcours? Je sais pas. Je pense que je l'ai pas encore atteint, en fait, ce niveau-là. Bah, c'est Je crois le que truc que tu es fier d'avoir accompli. mon chiffre d'affaires de 2022. Ah ouais. Parce que, en fait, ah non, le truc dont, ça va être très bizarre pour les Français de dire ça, mais le truc dont je suis le plus fière, c'est que cette année, j'ai dû payer les impôts. Et ça veut dire, mais je suis tellement fière. Non, mais je l'ai dit encore hier à mes parents, ils me disaient, mais ouais, Je paye quoi? les impôts! Mais en fait, je suis trop fière parce que si je paye des impôts, ça veut dire que je gagne suffisamment pour, tu vois, participer à l'économie, quoi. Donc, c'est trop cool. Donc, ça, c'est, je pense, ma plus belle réussite, c'est quand les impôts m'ont dit, OK, là, cette année, vous avez fait assez d'argent pour qu'on vous en demande, tu vois. Ça, c'est ma plus belle réussite.
Et est-ce que tu as dépassé le chiffre d'affaires que tu t'étais donné en début d'année? Non, pas encore, Pas encore? mais hmm, peut-être. Ah, Bon, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. est-ce que tu veux dire le chiffre que tu t'étais fixé? Je m'étais fixé 22 000. OK. 22 000 € de chiffre d'affaires parce que... Non, 24 000. Parce que 24 000, en déduisant l'URSSAF et en déduisant les impôts, ça revenait au salaire que je gagnais mensuellement dans l'institution européenne au Luxembourg. Parce que l'idée, c'était de garder le même niveau de vie, parce que Ouais. Luxembourg, c'est des salaires plus élevés qu'en France, et je gagnais presque 2 fois ce que j'aurais pu gagner en France. Donc, je voulais atteindre ce niveau-là par moi-même. Et donc voilà, ça c'est mon objectif. Donc je suis pas encore, mais c'est bien d'avoir des objectifs Ah, difficiles à atteindre l'année parce n'est que pas du coup, finie. L'année n'est pas c'est ça, l'année n'est pas finie. Donc voilà. trop bien. Pour toi, ça a changé quoi là d'avoir rejoint le campus? Tu penses que qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans tout ce parcours? Je crois que j'aurais pas sauté le pas. Je crois que j'aurais eu plus de mal à sauter le pas et à me lancer vraiment une activité freelance. Et j'aurais très certainement pas fait les choses de la même façon, ça c'est sûr et certain. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait énormément d'erreurs qui auraient pu me décourager. J'en sais rien. Peut-être que je suis plus forte que ça, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui m'aurait fait tomber très très bas moralement. Et je sais pas si j'aurais été capable de persévérer très longtemps euh, parce que trop d'échecs. Mais je pense que le campus m'a vraiment aidé à dépasser ça, à monter une stratégie euh, de communication, à me nicher, donc à me placer en expert, donc à amener les gens à ne pas prospecter, en fait. Parce que j'ai essayé de prospecter comme tout bon freelance le fait un jour dans sa vie. Et je me suis rendu compte, comme vous le disiez à chaque fois, que ça amène pas les bons contrats, ça amène pas les bons clients, mais c'est vrai. Donc j'ai voulu essayer quand même, parce que je me suis dit, ok, bon, je vais voir par moi-même, tu vois. Mais non, c'est vrai. Et du Je me coup, rappelle, il y avait les feux de camp live où tu arrivais, tu disais: «Bon alors les filles, du coup, j'ai fait ce que vous avez dit qu'il fallait pas faire ouais, et tu peux essayer?» «Vous aviez raison». bah ouais, j'ai voulu essayer, tu vois. Je me suis dit, écoute, j'aurais ma propre idée. Bon, écoute, ça coûte Ouais. rien, ça me coûte une matinée, tu vois, c'est pas grave. Mais le seul contrat que j'ai retiré de ça, c'était un tout petit contrat de 50 € pour un post Instagram, hein, franchement. Et c'était un client hyper indécis, quoi. Il savait pas du tout ce qu'il voulait. Du coup, et il passait des heures au téléphone avec moi. Du coup, en vrai, Pour c'était pas 50 du tout €. 50 euros. Du coup, c'était pas du tout rentable, quoi. Donc voilà, donc bon. OK, non, ça, on veut pas ces clients-là. Et Non, bah non. d'après, ton expérience sur le campus, c'est quoi les 3 grandes leçons que tu as retenues et que tu as envie de partager avec quelqu'un qui écoute ce podcast? Alors, les trois grandes leçons, c'est que ben, il faut sauter dans le vide, là, puis essayer, là, puis oser. Et quoi qu'on veuille faire, en fait, qu'on veuille se lancer en freelance, qu'on veuille tenter un nouveau projet, qu'on veuille tenter une nouvelle approche, qu'on veuille tenter un nouveau style graphique, qu'on veuille tenter quelque chose, il faut sauter, en fait, parce que tu as dit quelque chose très souvent qui est extrêmement juste, c'est choisir, c'est avancer. Donc, en fait, choisir de tenter une piste, voilà, je prends cette voie-là, tenter ça, c'est avancer. C'est pas renoncer. Et du coup, Oui! ça J'aime bien c'est que tu l'as hyper. retenue celle-là. Non mais moi je trouve ça hyper motivant parce que c'est vrai. En fait, c'est tellement vrai. On est tellement conditionné à se dire faut réussir du premier coup quoi qu'il arrive. Mais non. Ce que le campus m'a appris aussi, c'est que l'échec c'est quelque chose d'hyper positif. C'est quelque chose qui va t'apporter des réponses, en fait, des leçons Mmh. et des réponses. En fait, t'es gagnant, là. Dans tous les cas, t'es gagnant. Donc, il faut avancer, il faut tenter, il faut foirer, et puis il faut se relever, et puis tenter d'autres trucs, et puis jusqu'au moment où il y a quelque chose qui vraiment fonctionne hyper bien, là, puis
C'est comme ça qu'on améliore un projet, comme Mm. Apple avec l'iPhone. Ouais, parce que si tu restes dans ta tête, en fait, tu peux pas savoir ce que le monde Non. extérieur te donne. Donc, si tu mets rien sur la table, tu peux pas savoir. Si tu dis, tiens, je vais faire une blanquette de veau. Je sais pas pourquoi je dis ça, je déteste la blanquette de veau. Mais je vais faire une blanquette de veau, puis je sais pas si mes invités ils vont aimer ça. Ouais. Et du coup, tu passes ta journée à tourner autour du pot. Et puis le soir, il n'y a rien à bouffer sur la table. Et du coup, C'est les ça. gens ne savent pas s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ta blanquette de veau. C'est Et donc, ça. tu Et sais tu pas finis si la par prochaine commander une fois que tu... pizza. Donc, tu sais ça pas. sert à rien. Du coup, tu n'as pas fait ta blanquette de veau. Donc, tu n'es pas monté en compétence parce que tu n'as pas appris à faire ta blanquette de veau. Non. Et donc, en fait, la fois suivante, bah, c'est pareil. Tu sais pas et tu n'avances pas. Alors que si on regardait sur 10 ans, tu serais devenue la reine de la blanquette de veau ou de la tartiflette, peu importe, mais au moins tu aurais une réponse sur quoi tu es bon ou pas en cuisine. Ou s'il fallait juste passer par Uber Eats. Exactement. Non, mais c'est ça. Alors, on C'est a une exactement ça. leçon que tu as sortie de choisir, c'est avancer. Un moment où tu as bloqué, ouais, où tu aurais bloqué, puis on a réussi à te débloquer ta situation, par exemple. Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, plein, plein. Euh, Ah oui, alors, au tout début que je me suis lancée, je m'en rappelle, mon réseau direct, mon réseau premier cercle, m'a dit, ah bah moi, mon patron, il cherche une graphiste, machin. Je rencontre ce patron. Et là, je tombe face à un client, mais vampire. Mais je crois que j'aurais pas pu avoir meilleur exemple que cette personne-là. Donc, il est pas du tout content, il est très indécis, c'est un enfant, voilà, c'est quelqu'un de très compliqué à gérer. Je l'ai senti tout de suite, mais je me suis dit, erreur numéro un, où vous m'avez débloqué, c'est que j'étais partagée entre est-ce que je fais tout pour le satisfaire parce que je veux faire de l'argent, quoi qu'il arrive, ou est-ce que je dis non et je refuse de travailler avec cette personne et je me concentre sur ma niche. Et là, vous m'avez dit, dis non. Dis non à cette personne, croisant notre expérience, avance sur ta niche, là, quoi qu'il arrive. Cette personne-là, elle fonctionnera pas, c'est pas grave, t'en auras d'autres. Et j'avais très, très peur de dire non. Et ben, deuxième leçon, vous m'avez appris à dire non, à refuser des contrats qui ne fonctionnent pas et à trouver une raison valable hein, de dire non. Donc, très bonne leçon que j'applique encore parfois aujourd'hui. Mais c'est même aussi savoir dire non en argumentant correctement face à des clients qui pensent avoir la solution à leurs problèmes, mais qu'en fait, ils n'ont pas assez de recul euh, pour voir qu'en fait, c'est pas ça le vrai problème, c'est autre chose. Et tu peux apporter la solution à ce problème-là. Donc, il faut aussi savoir leur dire non dans ce cas-là. Non, voilà, Ouais. c'est quoi le vrai problème? Et puis, voilà comment on peut avancer. Ça, c'est de savoir creuser sur tout ça et d'avoir la bonne approche en tant que freelance. Et ça, c'est un truc qu'on essaie de vous inculquer aussi, c'est d'avoir ce réflexe-là. Ça, c'est hyper important. Ça change tout dans ta relation client quand tu deviens le partenaire et que tu dis non, non, non. Non, Mais non, c'est ça la leçon 3. ce t-shirt ne te va pas, mais un autre. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et je pense que c'est ça la troisième leçon, c'est de savoir, en fait, collaborer, de se placer en partenaire plus qu'en exécutant. J'ai rien contre les exécutants, c'est extrêmement formateur, c'est extrêmement fou. Il y a des gens qui sont exécutants de fou, c'est impressionnant, des choses que moi je serais pas capable de faire. Mais quand tu veux être à ton compte, que tu veux avoir une approche plus au cas par cas, plus personnalisé, plus de haute couture, entre guillemets. C'est ça aussi que vous m'avez appris, du coup, c'est savoir où se positionner. Est-ce que tu veux être plutôt H&M ou est-ce que tu veux être plutôt Balenciaga ou tu fais des choses, tu vois, pour adapter à chaque personne, au cas par cas. Donc, les deux cas sont viables, les deux cas sont acceptables, il n'y a pas de souci. Juste savoir où tu veux te placer parce qu'en fonction de à qui tu vas t'adresser, ton approche va être différente. Donc, donc voilà, donc ça c'est aussi savoir à se placer sur le marché. Et puis, je pense qu'il y a encore une dernière leçon qui est pas des moindres. Allez, j'en donne quatre, c'est gratuit. Euh, c'est que il n'y a pas de concurrence en fait. Parce que je vois souvent, ouais, le marché dans les graphiques, il est saturé, machin, blablabla. Non, il y a de la place pour tout le monde en fait.
C'est et face à toi, t'as pas de la concurrence, t'as des gens avec qui tu peux partager. C'est fou là. Franchement, t'as des potes en face de toi. Les autres graphistes, moi, je les vois comme ça, mais les autres graphistes, ça peut devenir mes potes. C'est des gens avec qui je pourrais parler pendant, on a les mêmes passions, on a les mêmes rêves, on a les mêmes envies et on a les mêmes challenges souvent, en tout cas certains. Et on peut devenir on peut s'entraider vraiment hyper fort, quoi. Et on peut apporter l'un à l'autre énormément. Et ça, c'est fou. C'est le partage, en fait. Mm. Et, ça c'est quelque chose que c'était une de mes plus grosses peurs au départ. Donc, euh, syndrome de l'imposteur. Je fais pas le poids face à la concurrence. Bah non, il n'y a pas de concurrence, en fait. Tes collègues peuvent t'envoyer des contrats, toi tu peux réaliser des choses, eux ils n'ont pas le temps, et du coup bah, c'est de l'entraide généralisée. Et d'ailleurs dans le campus, nous on essaie vraiment de faire en sorte que vous vous connaissiez pour savoir à qui vous pouvez envoyer des contrats ou qui peut répondre à des questions et tout, pour que vous ayez bah, ce réflexe-là, puis ce réseau. D'ailleurs, il y a de plus en plus de contrats qui se balancent entre les membres du campus, donc je trouve ça cool. Et du coup, ça, c'est ta quatrième leçon. Du coup, par rapport à toute ton expérience, qu'est-ce que tu aimerais, c'est quoi le prochain challenge que tu aurais envie de réaliser? Hmm, alors, bah, ce serait d'atteindre ma vision à moyen terme, c'est-à-dire, gros challenge, hein, attention. Là, on parle dans 5 ans, où je me vois dans 5 ans, c'est j'aimerais être reconnue dans le milieu. Voilà. J'aimerais être capable de faire des conférences. J'aimerais être capable de... Mon plus grand rêve, ce serait de faire une TED Talks. Voilà, je te le dis. Voilà. Un jour, j'aimerais être à ce niveau, tu vois, de me dire, j'ai tellement à apporter que je peux partager ça. Je peux être un bon orateur. Je peux euh, captiver une audience en leur parlant d'un sujet qui me passionne et qui me travaille depuis que j'ai 15 ans, là, tu vois. Donc, je pense que j'ai quelque chose à apporter. C'est quoi l'outil le plus puissant pour te permettre d'arriver à ça, que je te pousse à faire depuis des semaines? Communiquer. Non, le projet personnel. Le projet Ah! personnel. Bah oui. Bah Bah oui, oui. bah oui. Bah oui. Le Marjolaine, c'est une projet super élève personnel. du campus, mais le projet personnel, là, c'est la prochaine étape. Tu peux plus y échapper. Ouais, je sais, je sais. T'es dit en 2023, direct sur voilà, le c'est podcast, là, tu obligatoire. peux plus en sortir. Et dans un an, on refait une interview, je te dis le projet perso. Et t'as fait ton TED Talk. Ça pourrait arriver plus vite que sous 5 ans, hein. Tu sais, si tu fais un projet perso, ça pourrait arriver en un an ou deux, hein. Grand Ah non, mais max. ça, ce serait un rêve. Je pense que je pleure pendant 2 semaines après. Non, mais ça, c'est un palier que je veux atteindre dans ma vie. Je dis TED Talk, mais tu vois, ça peut être, non, ce serait TED Talk. Voilà. Ça pourrait être un autre, mais j'aimerais vraiment faire un jour un TED Talk. C'est euh, tellement gratifiant, tellement fou que, voilà, peut-être un jour. Et effectivement, je pense que blague à part, vraiment, je pense que le projet personnel, c'est quelque chose qui peut t'amener à si loin, en fait. C'est quelque chose qui peut te démarquer à un point où les gens ont envie d'écouter, puis ils te Mm. reconnaissent, puis t'admirent. Dans le milieu, hein, je parle pas de devenir Beyoncé, là, mais je pense à des gens... Around the world. Non, mais je pense à des illustrateurs. Je pense à un illustrateur en particulier que j'admire énormément, qui a fait beaucoup de collaborations avec Adobe, avec Behance et tout, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Je me dis, franchement, j'aimerais un jour être à son niveau. Enfin, vraiment, le gars, il est trop fort. Je sais pas si je peux dire son nom, mais Bien sûr, vas-y. c'est Mike Stefani du studio Atomike. Et lui, en fait, il est directeur artistique, donc il est graphiste et directeur artistique. Et à côté, son projet perso, c'est qu'il est devenu illustrateur. Et en fait, il fait pas que être illustrateur, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il dit, ça fait 20 ans que je fais semblant d'être américain. Il est fasciné C'est par les c'est États-Unis. trop bien. Et du coup, c'est un Français qui regarde les États-Unis et qui dessine. Donc, il a sa patte, hein, beaucoup. Et il dessine que des trucs en relation, de près ou de loin, avec les États-Unis. Et l'image qu'on a de certains clichés des États-Unis, je sais pas, ça peut être aussi bien le côté surfeur de Los Angeles que le côté baroudeur qui vit dans les montagnes et tout, là, un peu canadien d'ailleurs. Mais
voilà, il a cette phrase où il dit, ça fait 20 ans que je fais semblant d'être américain. Et il dessine tout ça là-dessus. Et ce projet personnel l'a amené à être extrêmement reconnu et à être euh, sollicité pour réaliser des illustrations de livres qui sont quand Mm. même fortement vendus et édités. Voilà, c'est fou. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça dingue en fait. Et voilà. J'aimerais atteindre ce niveau-là, là. Et lui, c'est un bon exemple de projet personnel qui, qui fonctionne et qui l'a amené à des choses plus grandes que ce qu'il aurait imaginé, je pense. Trop cool. Bah moi, mon objectif, Ouais. Marjolaine, c'est qu'on arrive à t'emmener là avec le campus, puis qu'on arrive à Ouais. t'accompagner Oh, sur ce... franchement. qu'on te pousse là. Parce que je suis sûre, il y a des fois où tu arrives en mode non, mais c'est bon, là, ça va, ça roule. Marjolaine, C'est t'as tout le fait temps ça? comme ça. C'est tout le temps comme ça. T'as J'arrive en t'as live en regardé mode, ça? oh, Ça, tu rien l'as à fait? dire. Ah non, c'est vrai, ça, je l'ai pas fait. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on... Non, mais c'est ça, vous êtes là pour qu'on vous pousse au maximum de votre potentiel. Moi, c'est la vision Ouais. que j'ai. C'est pas juste de faire de vous des freelances, c'est que ça soit tous. Moi, j'ai envie que vous soyez franchement épanouis dans ce que vous faites, puis que vous ayez tu sais, la flamme qui reste toujours allumée et jamais la perdre, en fait. Donc, on sera encore là pour te pousser à... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus, qui t'a écouté, qui dit c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, est-ce que je devrais rejoindre cette communauté? Est-ce que je devrais rejoindre Marjolaine dans la communauté du campus? Ouais, bien sûr, mais attends, non mais si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Genre vraiment, franchement, je pense que je suis tellement partie de rien, tu vois, mentalement, hein, en termes de force mentale. Je pense que je suis partie de tellement zéro que si je peux avancer, si je peux croire en moi, si je peux persévérer et tout, franchement, n'importe qui peut le faire. Vraiment. Et il y a de la place pour tout le monde aussi, ça aussi, c'est hyper important à comprendre. Donc oui, se faire accompagner, demander de l'aide quand il y a besoin, être entouré, c- c'est pas une forme de faiblesse en fait, c'est une forme de force, c'est une forme de courage de dire ben écoute, moi je veux me lancer en freelance, mais je sais pas comment faire. Donc vu que je sais pas comment faire, j'ai peur de l'échec, je vais pas le faire pour pas échouer. Mais non, dire OK, avoir une autre approche en disant OK, j'aimerais faire ça, mais vraiment je sais pas comment faire, mais je vais me faire aider, je vais me faire accompagner par des gens qui ont l'expérience, par des gens qui sont en train de vivre la même expérience. C'est vraiment une forme de courage. En fait, c'est être courageux, c'est sauter le pas et dire OK, eh ben je serai pas tout seul parce que tout seul dans son coin, on fait pas grand-chose là, franchement. Mais on peut faire des petites choses, mais on peut pas sortir du lot, on peut pas aller, on peut pas se challenger, on peut pas aller loin, on peut pas pousser toujours plus loin. Donc non, je pense que si, en fait, la vraie réponse elle est là, c'est que si tu te poses la question, est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas? Je crois que tu as déjà la réponse. Oui, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Ça soit, ce sera pas long, ce sera plus long. Moi, ça fait comme 2 ans que je suis dans le campus, puis j'y reviens régulièrement, là. Franchement, c'est pas, j'ai pas fait la formation, puis hop, je suis partie. Non. Je reste, même de loin, je regarde un petit peu les nouveaux membres qui arrivent, je regarde ce qu'ils font, je participe au live autant que je peux. Et puis non, je pense que après, on gagne des relations aussi. On gagne, j'ai rencontré des gens en campus qui sont fous, que j'aimerais vraiment, c'est dommage qu'on soit si loin géographiquement parce que c'est des gens que j'aimerais voir plus souvent. Je pense qu'il y a des gens, on fait des visios ensemble, on s'est déjà rencontrés en vrai et tout, franchement, alors que c'est fou. Enfin, des gens que j'aurais pas rencontrés dans un autre contexte. Donc, Trop cool. oui, Normalement, on devrait se voir en faut janvier, ça. hein. Oui, ah ouais, j'ai trop hâte. On aurait dû se voir en septembre, mais le Covid, les pénuries d'essence nous ont bloqués. Mais Ouais. on organise des... Maintenant voilà, que on peut bouger plus, on organise des rencontres avec les membres du campus. Et j'ai trop hâte de faire celle de France, là. Je pense que ce sera du côté de Lyon ou de Paris. Mais ouais, c'est une belle petite communauté qui, je trouve, grandit bien avec des gens qui sont, je sais pas, qui me stimulent. Moi, j'adore passer du temps avec vous. Bah oui, Du coup, ouais, vas-y. parce que toi, t'es comme notre mentor, en fait. Non, mais en vrai.
un peu un mentor. T'apportes un regard extérieur sur la situation dans laquelle on se trouve, ou les questions qu'on se pose. Et déjà, ça, c'est énorme, en fait, parce que là, le recul, ça t'apporte des réponses, en fait. Et puis, tu nous aides à nous-mêmes nous poser les mêmes questions. Donc, en fait, tu vas pas nous dire, non, fais ça ou fais pas ça. Tu vas pas nous dire, prends cette direction-là, quoi qu'il arrive ou pas. Tu vas nous dire, OK, là, tu as deux situations en face de toi. Si tu prends cette voie-là, voilà ce qui risque de se passer. Si tu prends cette voie-là, voilà ce qui risque de se passer. À toi de faire ton choix. Mais moi, personnellement, j'ai vécu à peu près la même situation. J'ai pris cette voie-là. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, Donc, dis non. c'est, donc dis non. Ne te fais pas manger. Non, mais après, c'est une réflexion qu'on a toujours avec soi-même aussi. Ça, on se trouve la réponse après dans ces questions fortes et déterminantes dans notre parcours de freelance. C'est vrai en plus. Qu'est-ce Mm. que t'aimerais ajouter à cette longue interview de ton parcours? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent avant qu'on finisse? Mm. Une Ben, phrase que tu aurais envie que les personnes gardent en tête. S'ils devaient se souvenir d'un truc. euh, choisir, c'est avancer. Yes. Choisir, c'est avancer. Moi, j'aimerais vraiment que les personnes qui écoutent ce podcast aient vraiment compris que c'est pas parce que on choisit une niche au démarrage Mm. qu'on y reste enfermé. C'est vraiment un Non. point de départ. Donc choisir, c'est avancer. C'est un point de Ouais. départ d'après ce que tu connaissais comme milieu. Ça, c'est Mm. vraiment important parce que tu savais parler le langage des clients. Donc les clients se reconnaissent dans ce que tu dis. Ça les Mm. rassure. Donc ils sont prêts à signer avec toi plutôt qu'avec un freelance qui n'y connaît Mm. rien. Et, et de par là, en fait, tu as vraiment activé tous tes autres contrats qui ont commencé à arriver. Et puis surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit dans l'interview, c'est que ton Instagram, sur ta niche, tu as eu l'essentiel de tes clients Ah oui. sur ta niche via Ouais. Instagram. Ouais. Tout ça en ayant moins de 250 abonnés, je crois, quand ça a commencé. Ah oui, ça a commencé, j'avais pas beaucoup. Ouais, j'avais quelque chose comme 300 abonnés. Et encore, c'était un vieux compte où j'avais déjà pas vraiment de gens dans ma niche, en fait. Quand j'ai démarré, c'était pas beaucoup. Mais bon, même aujourd'hui, c'est pas beaucoup, hein. J'ai 600 abonnés, hein. Même pas, Non, hein. mais c'est énorme. C'est C'est-à-dire que pas tes fou, hein. clients, Franchement. ces clients de ta niche sont arrivés sur un Mm, compte que tu as réutilisé, que tu as transformé mm, en ayant 300 abonnés. Donc, ce que j'ai envie de rappeler aux personnes qui ont envie de se lancer en freelance, c'est que tu n'as pas besoin d'être influenceur. Tu peux utiliser ouais. Instagram comme un canal. Après, tu as utilisé d'autres choses que tu connais dans le milieu. Mais ça a été une bonne source d'entrée pour toi. Mm. Et puis, de fil en aiguille, tu t'es retrouvé dans un champ à faire des vidéos. Interviewer un homme politique, Un homme c'est incroyable. politique, un chef de parti politique dans un champ, Ouais. à faire Ouais. mic test, mic Oh, test. et je tiens à dire que je suis absolument pas politique, et d'ailleurs, hein, parce qu'on m'a recruté pour cette mission-là, que je connais rien en politique, ça ne m'intéresse pas. Mais Faut savoir ça t'as aimé le aussi. challenge. Ouais, mais je dis ok, bon, le challenge m'intéresse. Enfin, c'est pas un parti voilà, qui me pose problème éthiquement, parce que il y avait la question de l'éthique, hein, vraiment. Mais, mais oui, et il y a aussi que ma niche, une fois que mes clients sont satisfaits, ils me recommandent à d'autres gens, mais des fois même dans d'autres milieux, en fait. Là, par exemple, j'ai eu un contrat pour un producteur de champagne qui vient, qui est ami avec un ancien client qui est dans l'immobilier. Donc, en fait, tout se développe petit à petit. Je veux dire, c'est pas parce que notre niche est très petite, très ciblée, que elle peut pas nous apporter beaucoup de choses après. Parce qu'en fait, les gens connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont des besoins. Donc, En fait, tu as vraiment créé une porte. Tu as vraiment créé une porte qui est ton Instagram avec ta porte d'entrée qui est le graphiste d'autres. Mais derrière, bah, c'est ta vie de multipote, là, elle en prend. Tu prends tout ce qui t'intéresse. Allez, vas-y. c'est ça. Et même, parce que mais même dans mon cercle direct, ça aussi, faut le savoir, c'est que j'aurais pas eu l'opportunité de mon ami primeur qui a fait le salon de l'agriculture avec les interviews et tout, j'aurais pas eu cette opportunité-là si j'avais pas développé mon Instagram pour ma niche et que lui n'aurait pas vu vraiment en quoi consiste mon travail. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont dans notre entourage, mais qui comprennent pas réellement ou qui ne visualisent pas réellement ce qu'on fait comme travail.
et la valeur qu'on apporte à des clients. Et c'est là que lui, il s'est dit, OK, ce qu'elle fait, je peux en avoir besoin. Donc, euh, donc en fait, ça peut marcher même en cercle très proche. L'impact qu'on donne à notre image et à notre savoir-faire peut avoir aussi un impact sur notre environnement de premier cercle, qui s'étend évidemment après au reste. C'est la Donc, magie du réseau. ouais. Alors, Marjolaine, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, tes créations, tout ça? Si quelqu'un est intéressé pour te contacter, te poser des questions. Mhm. Alors, je suis présente sur Instagram, à YesMarge, parce que Marjolaine. J'ai mon site web aussi, yesmarge.com. Et puis, voilà, c'est vraiment là où je suis le plus présente la plupart du temps. Après, je suis aussi sur d'autres réseaux, mais Instagram, là, je répondrai vraiment très vite. Et puis, mon site web aussi, je reçois les mails tout de suite. Et puis, il y a un meilleur aperçu aussi de tous mes travaux et de tout ce que je fais. Donc, voilà, parce que sur Instagram, je m'adresse à ma niche, évidemment. Donc, c'est ciblé. Et mon portfolio, yesmarge.com, là, c'est plus large. Là, il y a vraiment plus tout ce que j'ai fait. Donc, C'est ouais. trop bien. Je suis trop contente, Marjolaine, de t'avoir eu sur le podcast. Bah, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis j'espère qu'on refera un podcast ou une vidéo YouTube quand tu feras ton TED Talk et qu'on dira Ah, ça y est, avec plaisir. Vous serez il assis au a tout. premier rang. On viendra faire un truc de reportage derrière. Comment Marjolaine se prépare à son TED Talk après son projet perso. Ah ouais, trop bien, on fera le buzz.